Jeudi de midi à midi 30, Flash News était mon Insta. Un invité qui nous raconte l'appli irrésistible du mois. Dis-moi la question minée de théorie avec nos chroniques star. Et puis la météo de l'IA, la météo de tous nos espoirs. Dis-moi, je peux pas, j'ai IA, you, IA, you, je peux pas, j'ai IA, you, IA, you, la question minée de théorie avec notre chronique star. Oh. Et puis la météo de l'IA. On est jeudi, il est midi, pile, c'est je peux pas, j'ai IA. Et aujourd'hui, je commence directement par inviter la grande Élodie Hughes. Tu me corrigeras pour la prononciation parce que je ne suis pas encore sûr. Élodie, Salut. bienvenue. Oui, c'est toujours Élodie Hughes. Mais tu vas y arriver, je pense, après le 17e GIA que j'aurais hacké. Ouais, Là, tu m'as invité, c'est pas drôle. ouais, je pense. C'est pas grave, Hello, ça marche. Oui, c'est vrai ça. Alors, voilà. Ok. Alors, salut Hello. Dis, Élodie, tu rentres à peine de Lyon, je crois. Je suis rentrée pour toi. Enfin bon, on était ensemble hier soir, mais il fallait que je rentre à Paris. Donc voilà. Donc je viens de me poser là, tu vois, sur mon top. Et tu pour vous rejoindre. Je suis super contente. J'ai du mal à redescendre de tout ce qui se passe en ce moment. Donc je vais essayer de rester sans sauter partout et d'être sage pendant le live. Ouais, non, tracasse, on va remonter, on va rebondir là. Bon, alors, Élodie, moi je t'ai invité là parce que tu as lancé dans la continuité des IA de l'Avent, qu'on avait évoqué ici même en décembre, la communauté Ask and Solve, avec de vrais passionnés venant de tous horizons, mais qui se rejoignent autour des solutions boostées à l'IA. Et puisque la veille sur ce sujet est éreintante, tu y passes jusqu'à combien de temps par jour, toi? Bah aujourd'hui, sur la veille j'avais gagné pas mal de temps, hein, par exemple quasiment 4 jours par semaine sur ma vie d'avant. Maintenant, c'est vrai que je pense que, en fait, je teste toute la journée, puis c'est même avec mes clients en live parce que ça va trop vite, mais j'y arrive plus en fait. Hein. Si tu passes 4-5 heures, alors quand je dis c'est suivre les news, mais c'est aussi entrer dans les outils et tester. Hein. Et moi, je parle pas de choses que je n'ai pas vues. Bah, évidemment. Donc ça devient un peu difficile. Évidemment, moi aussi, évidemment, ça me prenait énormément de temps. Et donc, je t'ai proposé de mettre en commun nos ressources. Et on a étendu l'idée, en fait, à ta communauté. Exactement. Et donc, plus de ressources pour plus de news et surtout une meilleure sélection. Et donc, c'est donc la commu, avec nous, qui allons sélectionner les 3 news les plus brûlantes le mercredi, qui seront partagées d'ailleurs sur la commu, pour que moi, je les partage avec mon éclairage. Et toi, quand tu seras disponible, alors, de préférence, peut-être sans prévenir, comme ça, tu vas hacker. Je peux faire. Ouais. Quand il y aura des news qui tombent à 11h58, tu peux compter sur moi pour être là à midi pour hacker tes news. Voilà, génial. Ah bah, c'est super, hein, c'est ce qu'on promet aussi à notre audience. Et ce sera le jeudi dans JPP JIA. Parce que maintenant, tu vois, c'est comme TLMP. Hein, maintenant, on ne parle plus de « je peux pas JIA », mais c'est l'acronyme, hein, c'est JPP JIA. Alors, c'est parti? C'est parti. Allez, c'est lancé. Alors, Flash News numéro 1. Et on va directement en Chine. Il paraît que DeepSeek, vous avez entendu parler de DeepSeek, hein, je vous en ai parlé, a triché, il aurait copié sur OpenAI. OpenAI accuse la start-up chinoise DeepSeek d'avoir utilisé illégalement les données de ChatGPT pour créer son modèle DeepSeek R1. Ah, c'est pas bien. Hein. L'entreprise qui a développé son modèle avec seulement 5,6 millions de dollars, donc DeepSeek, est soupçonnée d'avoir pratiqué une distillation massive. Donc, c'est une technique qui consiste à faire apprendre un modèle en copiant les réponses d'une autre. OpenAI et Microsoft ont lancé une enquête approfondie soutenue par des experts, dont un certain David Sachs, conseiller en IA de Donald Trump, qui affirme avoir des preuves substantielles de cette pratique. Est-ce que c'est une guerre de l'information qui commence ? Et j'ai une petite question quand même. Est-ce qu'on parle bien du même OpenAI qui a fait l'objet d'attaques du New York Times et qui a admis avoir aspiré des données, pas toujours avec l'autorisation? Qu'est-ce que tu en penses, Élodie? Ce serait pas la même? Moi, je pense que c'est hyper rigolo parce qu'en fait, les modèles se sont tous entraînés, alors que ce soit Meta qui se soit entraîné, tu vois, sur des datas de bouquins, etc., dont il n'a pas les droits, que ce soit effectivement OpenAI. Enfin, on voit bien avec tous les accords qui se signent aujourd'hui
de partout qu'il n'y en avait pas avant, et pourtant les infos sont là, donc les modèles ont été entraînés. Les Chinois, en fait, ils ont rien volé. Les Chinois, ils ont juste utilisé un truc que OpenAI a développé lui-même. C'est cette capacité à améliorer ses modèles en copiant les réponses des autres. Donc, en fait, ils sont juste plus malins. Et les Américains se sont fait prendre à leur propre jeu, parce qu'en fait, tous les modèles, au bout d'un moment, sont open source. Et donc, le modèle Reasoning de O1, c'est un modèle qui apprend des autres modèles. Ils ont fait la même chose, en mieux. C'est ce qu'on appelle l'amélioration, l'innovation par amélioration, c'est ça. En rajoutant un truc. Et puis, ça fait aussi un pendant, tu vois, c'est un peu la mondialisation de l'IA, parce que c'est vrai qu'on avait une superpuissance qui était les États-Unis, et maintenant, on a la Chine qui se pointe en face. Alors, c'est vrai qu'il y a plein de questions qui se posent sur le régime politique en Chine, sur les données, sur le respect des données. C'est clair. Mais ces questions se posaient déjà. On s'en pose aussi. Sur le régime US, on se pose aussi des questions. Moi, je trouve qu'on a une chance énorme d'être européen, parce qu'en fait, on peut regarder la Chine et les États-Unis se taper dessus. Derrière, on prend le meilleur des deux, on met des règles à peu près pour que ça marche. Donc, en fait, on a quand même la meilleure place du monde en ce moment. Il faut se rendre compte que les Chinois, avec 10 millions, ils sortent un truc. Et derrière, Trump balance 500 milliards, mais Nvidia en perd 600 milliards en bourse parce que les Chinois étaient meilleurs. Enfin, on voit bien que c'est une énorme guerre, mais qui est presque ridicule. Bon, ok, nous, on essaye des trucs avec Lucie, etc., mais il faut qu'on pousse des gens un peu trop... On est trop underground en France. Il y a tellement de talents et de gens complètement brillants, il faut juste qu'on les montre un peu plus. Mais regardons ça, régalons-nous, testons tout, et puis créons justement de ce bazar notre force à nous et notre singularité d'Européens, de Français. Ouais, on est bien. Allez, flash news numéro 2. Eh bien, on reste en Chine avec Gwen 2.5. Et Gwen 2.5, c'est quoi? C'est une nouvelle IA qui vient de sortir. C'est un modèle d'IA de Alibaba. Et Gwen 2.5 serait déjà en train de détrôner DeepSeek V3. Et donc, on a déjà quelque chose de meilleur encore que DeepSeek. Donc là, on voit qu'on a une vraie déferlante chinoise, en fait, parce qu'on a parlé de DeepSeek qui fait perdre 600 milliards à Nvidia. On a, et avec des modèles V3, puis R1, on a Qwen 2.5 qui arrive. On peut aussi citer Helio de Minimax pour la vidéo, Kling aussi qui avait beaucoup fait jaser en son temps. Donc on voit vraiment une déferlante complète, malgré, tu vois, et c'est exactement ce que tu disais, et les contraintes en fait que la Chine a pu avoir se retournent aujourd'hui pour eux, puisqu'ils ont dû être plus malins, ils ont dû travailler sur des puces H800 qui sont bien moins performantes que les N100, et ben ils ont fait des meilleurs modèles, des modèles qui sont plus optimisés, ils arrivent maintenant avec à de meilleurs résultats, moins chers. C'est ça, comme on ne peut plus délivrer les cartes, on est obligé de créer des modèles qui soient bien moins puissants, mais aussi bons. D'ailleurs, moi, pour mes clients, je commence à entraîner des modèles qui sont tout petits. Et à un moment, tu n'as pas besoin d'avoir l'intelligence entière du web sur ton ordi pour faire un post LinkedIn, tu vois. Donc, on va remettre... exactement. Mais voilà. Donc c'est bien parce que ce côté d'ultra-consommation, les Américains, c'est bon, les puces sont vendues pour je ne sais pas combien d'années, donc il n'y en a plus. Voilà, ça c'est fait. Bon, après, je me marre parce que regarde, la source qu'on a, elle est quand même d'Alibaba Cloud. Donc bon, il va falloir à un moment donné qu'on ait des journalistes qui fassent vraiment leur métier. Alors là, ça sort tellement vite, ils n'arrivent pas, donc on prend toutes les sources qui arrivent, mais pour nous faire un peu le point là-dessus. Mais c'est un peu la solution, c'est de dire on se prend des Abacus ou des solutions qui en fait combinent tous les LLM. Comme ça, déjà on les paye pas. On va essayer dans des environnements qui pourraient être plus sécurisés et de voir un peu le potentiel et découvrir les choses au fur et à mesure. De toute façon, les annonces, il y en aura tous les jours et demain il y aura un meilleur modèle et demain OpenAI va nous sortir quelque chose de complètement dingo avec Operator et ça va dépasser DeepSeek. Enfin, ça va être une course effrénée et elle va pas s'arrêter. Clair, je crois que le vrai sujet, c'est comment on arrive à suivre. Netflix, aidez-nous, faites une série. Eh ben, tu parles. Tracasse, mais on va faire générer nous deux le scénario par Perplexity. On va mettre Perplexity, Claude, ChatGPT dans la même salle. On va les mettre avec DeepSeek, on va les faire parler ensemble. Parce que, en fait, ce qui est génial, c'est qu'on va pouvoir, alors que les dirigeants ne parlent pas ensemble, on va pouvoir faire parler leur modèle ensemble. Ça va être génial. Cependant, tu sais que moi, j'ai prompté. Mais on en reparlera parce qu'on a parlé. Non, je dis, moi, j'ai prompté les IA à challenger des dirigeants. C'est très rigolo. Hein. Tu mets DeepSeek, DeepSearch, GPT et tu proposes les stratégies des dirigeants et tu laisses les IA débattre si c'est bien ou pas. Gemini Thinking est encore j'en parlais la semaine dernière. On parlait de la CIA qui était en train de créer aussi des avatars, des
des différents dirigeants des différents pays pour justement comprendre leur comportement. Ce que je voulais te dire aussi, c'est qu'on a plein de projets, on en parlait encore hier soir, il y a plein de projets à ce niveau-là. Et puis là, donc, je voulais revenir en fait sur l'Europe, parce que tu parlais de l'Europe tout à l'heure, et on passe à la Flash News numéro 3, et on revient en Europe avec Mistral. Alors, je vous partage ma petite fenêtre ici. Hop, c'est bien, c'est la bonne. Et là, voilà. Et donc, le champion français de l'IA, Cocorico, Mistral, aurait été approché par des géants de la tech américains. Et donc, l'entreprise est valorisée à 5,4 milliards d'euros et elle aurait été approchée par Meta et Apple pour d'éventuels partenariats. Malgré sa taille modeste comparée aux géants américains, comme OpenAI qui est valorisé à 154 milliards de dollars, et Anthropic, donc le créateur de Claude, à 60 milliards de dollars, Mistral maintient son indépendance et son CA a fermement démenti toute possibilité de rachat, affirmant leur ambition de devenir un champion mondial. Donc, les prochaines étapes pour Mistral s'annoncent prometteuses avec une introduction en bourse prévue et le lancement de nouveaux produits dans les semaines à venir. Alors, c'est particulièrement intéressant parce que Mistral nous avait déjà habitués à des modèles plus légers. Et donc, je pense qu'eux, ils trouvent une bonne voie entre les deux, entre les États-Unis et la Chine, pour pouvoir développer. Et on parlera aussi d'Europe tout à l'heure, puisque j'aurai le plaisir d'accueillir Philippe Corbizier, le Head of Sales de Lexi, donc une petite boîte aussi qui tient la dragée haute aux géants de la Silicon Valley. Moi, j'adore. Mais donc, voilà, il y a aussi des choses qui se passent en Europe. Alors, il y a le... Après, Emmanuel, il y a Lucie dont on parle. Il faut quand même qu'on se rappelle que les fondateurs de Mistral, donc il y a Arthur, il sort de chez DeepMind, le meilleur labo d'intelligence artificielle au monde chez Google. Guillaume et Timothée étaient chercheurs chez Meta, tu vois, et Guillaume était partie des créateurs de Llama. Donc en fait, on a quand même une team. Ils ont été approchés, en fait, c'est leurs potes, ils bossent tous ensemble, mais ils ont la même stratégie que la chinoise. C'est comment on apporte finalement notre exception culturelle française dans un modèle qui va se démarquer des autres avec des choix qui ne seront pas américains mais qui seront plus européens. Et c'est très bien, bravo Mistral. Mais enfin, rendons à César ce qui est à César. Ils sont un mindset américain formé aux États-Unis. Ils ont commencé là-bas. Ils ont monté les plus gros modèles et ils ont décliné ici. Donc voilà, on n'est pas c'est pas du from scratch. Ouais. Bon, un petit commentaire de Béatrice. Et oui, elle dit, je suis d'accord qu'il y a beaucoup de talents en France et en Europe, à condition que les entreprises sachent les accepter dans leur singularité et leur potentiel de folie. C'est tout à fait vrai et je pense que tu seras aussi d'accord avec ça. Ouais, la retourne. C'est pas toujours évident. Exactement, la différence. Tous ceux qui pensent différemment et qui ont ces fameux grains de folie qui ne collent pas avec l'éducation nationale ou avec les DRH des plus grandes boîtes. Vous inquiétez pas, il va y avoir du boulot. Dans pas longtemps, on cherche des gens différents qui s'adaptent à l'IA et l'IA est faite pour eux, donc, et par des gens comme eux. Donc, ça arrive. Un peu doucement à mon goût, mais ça va pas tarder. Alors, Élodie, je voulais te proposer de rester avec moi pour la question du jour. Tu es d'accord? Allez. Et la question du jour, pourquoi? Parce que on va parler d'une personne notamment que tu vas rencontrer ce soir. Ah ouais, voilà. Tout de suite. Je t'ai présenté, je tiens quand même à le dire. En plus, c'est une femme. C'est moi qui te l'ai présenté, qui te l'ai fait découvrir. Et c'est une femme. Et en fait, ce que disait juste avant, il y a tellement de gens brillants qu'on n'entend pas. Et elle est vraiment brillante. Bravo. On l'entend. Elle est brillantissime. Voilà. Alors, la question du jour, vous n'avez pas manqué de lire mon post de ce matin, j'espère. Donc, c'est la 18e question, idée reçue que je démonte avec l'aide de Claude. Et donc, la question, c'était, l'IA est-elle biaisée? Et donc, vous avez lu la réponse de Claude, je vais vous donner un petit peu la mienne. Alors, c'est, comment dire? Bon, de un, vous le savez, on est tous nous-mêmes biaisés. Par exemple, lors de mes conférences, je pose toujours une question, je demande à l'audience de fermer les yeux et d'imaginer une image de scientifique. Eh bien, après, je demande en toute honnêteté à l'ensemble de l'audience de dire, voilà, combien d'entre vous ont imaginé une image d'homme? Et ça ne rate pas, entre 80 et 90% ont imaginé un homme. En général, ça va parfois jusqu'à 100%. Donc, c'est un biais déjà. Donc, on est déjà nous-mêmes tous biaisés. Donc, les intelligences artificielles, nous imitant, bien sûr, elles sont biaisées, elles aussi.
Maintenant, pour les IA, c'est vrai, c'est un vrai sujet. On voit qu'il y a Grok qui est non censuré, ChatGPT qui est hyper cadré, mais est-ce que ça pourrait changer suite aux décisions de Giroud et Sam? Et dans quel sens, hein? Ça dépendra du vent, tu vas me dire. DeepSeek avec des pieds politiques chinois. Certains aussi se sont amusés à questionner DeepSeek sur des événements et on voyait on comprenait qu'on avait le point de vue chinois, ce qui est évident. Il tourne Et là-bas. puis, n'oublions pas non plus que l'une des premières règles établies par le gouvernement chinois pour les IA, c'était d'imposer aux outils d'IA de permettre la censure d'État. Les biais sont d'une part inhérents au modèle et à leur entraînement, mais l'homme lui-même y introduit de nombreux biais par l'intermédiaire notamment d'intentions politiques. Tiens, est-ce que je vous ai déjà parlé de l'ouvrage technopolitique de Asma Mala? Oui? Ah bon? Et donc, c'est d'elle dont je voulais vous parler. Mais c'est vrai que pour moi, c'est vraiment une lecture qui est essentielle pour comprendre le monde mais même pas de demain, de cet après-midi, parce qu'on y est déjà. On a déjà un pied dedans, on a déjà le deuxième pied qui rentre. C'est complètement, on est complètement dedans. Et pour bien comprendre le monde qui se prépare, on n'est plus dans la géopolitique, c'est de la technopolitique, c'est les big states, c'est les big tech, c'est eux qui façonnent le monde de demain, en fait. Je voudrais aussi vous parler de l'ouvrage d'Ophélie Coelho, Géopolitique du numérique. Voilà. Ça, j'ai pas encore lu, lui, mais je pense ça sera aussi passionnant qu'instructif. Et voilà, à noter que ce sont deux femmes, hein, et que ces deux femmes prennent la parole sur des sujets qui sont hyper importants, hyper d'actualité. Qu'est-ce que tu en penses, Élodie? Pardon. Non, mais c'est ça. C'est effectivement, encore une fois, on a des cerveaux, des gens qui sont hyper brillants, etc. Il faut les laisser s'exprimer. Après, je pense qu'il faut qu'on. Je sais pas ce que tu en penses, mais le livre est effectivement passionnant, mais il faut aussi se mettre au niveau des gens et pouvoir simplifier un petit peu tout ce qui est expliqué, montrer ça avec des cas simples, etc. C'est pas si simple d'accès à. Voilà, C'est vrai. tout le monde. Et donc, moi, mon sujet, oui, c'est passionnant, ça demande beaucoup de temps et il faut comprendre énormément de choses, il faut avoir énormément de culture pour comprendre tout ce qu'elles sont capables de faire, tout ce que ces personnes racontent. Voilà, ça mérite, moi, j'attends des gens qui viennent un peu vulgariser, tu vois. Et si ça devenait plus simple de comprendre tous ces trucs-là pour qu'on les intègre bien et qu'on puisse avancer avec ça, quoi. Donc, moi, je vais voir Asma ce soir parce qu'elle organise justement des débats avec le public. Ça, c'est génial, c'est la possibilité, tu vois, de se mettre au niveau des gens. Et c'est pas juste un journaliste en face ou tu vois le JT de TF1 qui va donner un angle ou un journaliste X ou Y ou la mettre en face de quelqu'un qui irait la chercher sur des sujets. Voilà. Donc ça, le débat public, le fait de pouvoir échanger avec ces gens qui pensent, et donc c'est le métier, hein, c'est chouette. Voilà. Donc j'ai encore une dernière tâche pour toi, Élodie. Ce soir, s'il te plaît, tu dis à Asma combien je l'admire et que je trouve son travail important, s'il te plaît. Okay. Je serai dans un amphi, hein, donc j'essaierai de me faire remarquer. Oh, mais pour ça, je ne me fais pas de soucis pour toi, Élodie. Mais écoute, Élodie, c'était à nouveau un plaisir. Mais moi, merci beaucoup de ton invitation. Ok, super. Donc, je vais te laisser aller te reposer un petit peu. Enfin, non, ça, tu connais pas. Mais tu vas aller voir, chercher les news pour la semaine prochaine. Et puis, je vais accueillir mon deuxième invité du jour. Voilà. Merci beaucoup, Élodie. Salut. Et on se retrouve très, très bientôt. Salut. Salut. Au revoir. Voilà. Alors, on va passer maintenant. J'ai fusionné la démo et l'Appstar du jour. On parlera un tout petit peu de l'Appstar de la semaine dernière aussi parce qu'il y a des choses à dire dessus. Et je vais donc accueillir mon deuxième invité du jour, c'est Philippe Corbizier, Head of Sales chez Lexi. Alors, Lexi, c'est l'outil d'IA que vous voyez apparaître quand vous avez une visio avec le boss. Donc, je vous montre rapidement à quoi ça ressemble. Vous voyez le boss de l'IA, prise de note par l'IA. Eh bien, quand vous faites une visio avec moi, c'est Lexi qui nous écoute et puis qui fait toute une série de choses qu'on va voir tout de suite avec Philippe, que j'accueille tout de suite. Bonjour Philippe. Salut Emmanuel, bonjour à tous. Merci de me recevoir aujourd'hui. Mais avec plaisir. On s'est rencontrés il y a quoi, à peu près un an, hein. Enfin, on s'est jamais rencontrés en vrai. Mais voilà, on est tous les deux originaires de Belgique, donc ça nous fait déjà un point commun. Et puis, on va parler un petit peu. Moi, ça me fait super plaisir de mettre Lexi en avant pour plein de raisons, notamment parce que c'est une super app que moi, j'utilise vraiment tout le temps, tous les jours.
Donc, j'ai invité Philippe parce que Philippe sera beaucoup plus compétent pour vous faire une démo aux petits oignons. C'est lui qui va faire la démo. Donc, moi, je vais me reposer un petit peu. Et pour vous expliquer aussi les raisons pour lesquelles j'ai choisi et pour lesquelles je recommande cet outil. Alors, Philippe, est-ce que tu peux nous partager ton écran pour la démo? Yes, c'est parti. OK. Partager l'écran. Alors, pendant ce temps-là, je vais donner déjà une petite introduction de Lexi. En fait, Lexi, c'est pas une boîte de la Silicon Valley, c'est pas une grosse entreprise avec des milliards de dollars derrière. C'est une entreprise, en fait, familiale, lancée par Xavier Lombard. Et il y a quasiment toute sa famille qui est postée dans l'entreprise. Donc, c'est vraiment une success story qui est géniale à ce niveau-là. Voilà, on partage ton écran, Philippe. C'est une success story qui est géniale et voilà, qui a plein d'avantages, qui a plein des vraies valeurs, etc. On va en parler. Et Philippe, vas-y, explique-nous, qu'est-ce que c'est Lexi? Là, qu'est-ce qu'on a comme écran? Du coup, donc en effet, Lexi, donc on est une boîte belge fondée en 2021, donc déjà 3 ans d'existence. Et Lexi se présente comme un AI note taker. La vision, c'est de finalement libérer le potentiel de tous les collaborateurs et les laisser se concentrer sur leur zone pardon, de génie. Et on se concentre sur le cas de la prise de notes en réunion, qui est une tâche fastidieuse, qui passe souvent à la trappe. On parle souvent de la réunionnite aiguë, c'est un peu l'un des combats avec Lexi. Et donc, qu'est-ce qu'on a sous les yeux? On a le résultat après une réunion du travail qui est capable d'effectuer Lexi pour vous. Donc Lexi est un assistant, comme l'a présenté Emmanuel, qui rejoint vos réunions. Ça fonctionne aussi pour les réunions physiques avec une app mobile qui sort dans 2 semaines. Et ça vous permet donc d'abord, il y a plusieurs travaux qui est fait pour vous expliquer un petit peu la technicité derrière. L'appel est enregistré grâce à cet assistant qui vous rejoint. Ensuite, il y a une retranscription, c'est le fameux speech to text de la réunion qui est faite. Donc, mot à mot, qui a dit quoi, et on arrive également à distinguer qui parle. Ensuite, grâce à cette retranscription qui est un petit peu la donnée brute de la réunion, grâce à la magie permise par les langages de modèles, les fameuses IA génératives, on est capable ensuite de vous produire des livrables, des complétions. L'exemple concret, c'est évidemment le compte-rendu de réunion, la synthèse de réunion. On extrait également les points d'action, mais Lexi peut aller beaucoup plus loin que ça, avec par exemple la rédaction d'un email de suivi. Et on est également connecté à d'autres systèmes comme des CRM, comme des ATS pour les recruteurs ou par exemple avec votre base Notion. Donc on pourrait pousser votre compte rendu de notes directement dans Notion, là où vous pouvez en avoir besoin. Et on peut comme ça venir installer des prompts personnalisés pour adresser toujours plus de cas d'usage. Par exemple, coacher un commercial en sortie d'appel ou rédiger un briefing de candidat pour un entretien de recrutement. OK, génial. Et donc, ça veut dire, il y a plein de choses que j'ai vraiment captées là dans ce que tu as dit. Il y a une première chose qui est l'app mobile qui est vraiment géniale parce que ça, alors c'est une app sur laquelle tu auras pas toutes les fonctionnalités, mais c'est pas l'objectif. Je pense que vous aviez, on a déjà parlé, hein, tu m'avais dit que beaucoup de vos clients vous demandaient en fait comment capter en réunion, sans devoir retransférer un fichier. Ce que je fais moi aussi, tu vois, quand je fais une conférence, qu'est-ce que je fais? J'enregistre toujours, et puis je place le fichier dans Lexi. Lexi me donne la retranscription et derrière, je peux jouer avec le contenu. Je vais donner, faire un espace page, par exemple, ou espace, pardon, dans Perplexity pour que l'audience puisse jouer avec et poser des questions au contenu de ma conférence. Et je vais demander aussi à Claude de me faire un résumé. Ce que bientôt, je pourrais faire directement dans Lexi aussi, je pense, parce qu'on pourra aussi faire des prompts personnalisés. Donc ça tu vas nous en parler un petit peu. Mais ce qui est intéressant avec l'application mobile, c'est qu'on va pouvoir enregistrer et le fichier va être directement envoyé dans l'app de Lexi. C'est bien ça. Et j'ai une question par rapport à ça. Est-ce que la reconnaissance de personnes va être de la partie pour aussi ces enregistrements live? Oui, évidemment. Il faudra potentiellement, donc on est déjà Ça, c'est- capable de distinguer les participants. On ne pourra pas les nommer quand il n'y a pas de visioconférence. Par contre, vous pourrez Ouais. éditer ensuite le nom et prénom des intervenants ici et reprocesse l'ensemble du call pour que les noms et prénoms des intervenants soient bien appliqués aussi bien à la transcription qu'au compte rendu. Et pour réagir aussi à ce que tu disais, ce que je trouve hyper intéressant, et c'est un cas d'usage que je vois de plus en plus, c'est les personnes qui s'enregistrent avec Lexi, parfois seules dans la réunion, juste déjà pour profiter de la retranscription. Et typiquement, nous, chez Lexi,
pour, par exemple, rédiger nos posts LinkedIn, on rentre dans une visio pardon, Google Meet pour bénéficier de la transcription et on fait un copier-coller de cette retranscription qu'on retape ensuite, par exemple, dans Mistral ou dans Claude ou dans OpenIA, pour ensuite générer un post LinkedIn sans devoir passer du temps à soi-même rédiger un brief. Donc, ça peut être très pratique pour rédiger du contenu, pour brainstormer avec soi-même aussi. Ouais. Cet accès à du speech to text, finalement, c'est même un usage qui n'est pas encore si adopté que ça. Non, c'est vrai. Alors, c'est vrai que certains vont te dire, ben, en fait, l'audio, c'est le nouvel Eldorado, en fait, de tout ce qui est IA, et cetera. Alors, moi, je suis un bon, attention que le speech to text et l'audio, c'est vrai que ça prend le pas, mais pour moi, c'est vraiment les IA qui reviennent, c'est la technologie qui revient vers nous. C'est ce dont je parle souvent, c'est le Natural User Interface. Donc, c'est la technologie qui nous comprend, parce qu'on a appris à utiliser des claviers, des souris, mais c'est pas du tout intuitif, en fait. Et là, c'est vraiment évidemment que l'audio, ça devient c'est le nouveau Graal, c'est la nouvelle manière de communiquer parce que, en fait, c'est notre premier moyen de communication entre humains. Et donc, c'est logique que puisque les IA nous imitent, on revienne sur l'audio. Donc, c'est pas une idée ça va pas mettre en cause tout ce qu'on va faire avec les entrées de l'IA par la suite, mais ça va être un point central. Et il y a d'autres avantages aussi de Lexi. Donc, bon, tu as certainement encore d'autres choses à nous montrer, mais il y a aussi deux choses sur lesquelles je veux vraiment revenir et qui sont extrêmement importantes pour moi aussi, personnellement, et pour mes clients. C'est 4 lettres, consonne, RGPD. Alors, dis-moi, le RGPD, parce qu'il y a beaucoup de sociétés en fait américaines qui disent ouais, on est RGPD, we are GDPR compliant, mais en même temps, ma conseillère spéciale Nenia me dit attention que si tes données vont de l'autre côté de l'Atlantique, il y a quand même une zone de flou. Et donc, comment est-ce que Lexi peut garantir non seulement la compliance, le respect du RGPD, mais aussi de la confidentialité. Et puis, vous êtes aussi ISO 27001, donc il y a vraiment une réglementation qui est très, très stricte et qui est respectée par Lexi. Yes, bien vu. C'était un des critères non négociables dès le départ au lancement de la boîte, c'est avec cette ambition de devenir leader européen, c'est d'être dès le départ respectueux des lois européennes et de la sécurité. Donc l'ISO 27001, ça garantit que l'infrastructure, et pour le coup Lexi est ISO au niveau de toute la boîte, pas juste de l'outil. Et donc ça garantit des process, des audits, et c'est une certification à la clé qu'on doit renouveler chaque année pour garantir aussi bien que notre infrastructure est sécurisée, mais aussi que tous les process de la boîte, le partage de la donnée, les outils qu'on utilise aussi, on est obligé d'être transparent là-dessus, soient sécurisés. Donc ça, c'est le cadre de l'ISO par rapport au RGPD, au GDPR en français. L'ISO 27001 pour le coup, audite déjà cette partie RGPD pour que l'outil soit par lui-même, par défaut, par ses fonctionnalités, etc., GDPR. Il y a plein de fonctionnalités, la capacité de piloter la durée de stockage, la rétention, les droits d'accès, etc., etc. Mais en plus de ça, en effet, le fait que la donnée circule, c'est un sujet essentiel. Avec Lexi, vous êtes garanti que la donnée reste en Europe, qu'aucune IA est entraînée sur la donnée et que rien ne transitionne vers les États-Unis. Ok, super important. Alors, je vois que le temps file déjà. Est-ce qu'il y a encore des fonctions essentielles que tu veux nous montrer rapidement? Alors oui, un enjeu avec Lexi, c'est d'être capable de distinguer le type de la conversation et d'y appliquer le bon prompt. Et donc du coup, dans Lexi, on a ce qu'on appelle une bibliothèque de prompts, qui peut être un peu tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, vous avez déjà accès à tout plein de types de prompts, pour un one-to-one, pour un sales meeting, pour une démo, pour un call de recrutement, pour un brainstorming, et cetera. Et donc vous avez la main pour activer ces prompts et ensuite créer des types de conversations, un appel de recrutement, un appel d'onboarding, une démo, et cetera, et y assigner le bon prompt à la bonne réunion. Et ensuite, grâce à ça, typiquement ici, j'ai un call de type démo, j'ai donc un prompt de type démo qui vient s'appliquer. Ouais. Ok. Ça, c'est une fonctionnalité absolument géniale, vu que ça permet de sortir les bons livrables en fonction du type de réunion qu'on a. Ok.
Top. Écoute, on va déjà. Bon, ce que je vais faire, je vais partager aussi un lien pour notre audience ici dans le résumé de cet après-midi de Je peux pas GIA pour qu'ils puissent avoir accès à une démo. Et je vais aussi vous proposer un QR code avec lequel vous pouvez avoir une réduction aussi sur Lexi. En venant de la part du boss, eh bien, vous aurez une réduction sur les abonnements Lexi si vous décidez, vous aussi, de faire confiance à Lexi. Je vous rappelle que c'est une petite boîte belge qui monte et qui tient la dragée haute aux géants de la Silicon Valley. Et ça, rien que pour ça, chapeau les gars. Merci beaucoup. Philippe, je te propose de rester un tout petit peu avec moi, si tu veux, hein, jusqu'à la fin, puisqu'on a encore 2-3 tout petits sujets. Donc, malheureusement, on ne va pas avoir Anne-Lyne aujourd'hui parce qu'elle est malade. Donc, on lui souhaite un très, très bon rétablissement et on espère qu'elle viendra nous parler la semaine prochaine des fameux comptes, des fameux faux comptes générés par Meta sur Facebook et sur Instagram grâce à des IA. Ça promet d'être passionnant. Ensuite, on va revenir sur l'Appstar de la semaine dernière. Et l'Appstar de la semaine dernière, c'était Lucie. Pourquoi? Parce que Lucie, en fait un flop complet. Et donc, Lucie, elle est déjà en pause. Et suite aux réactions pas tendres des utilisateurs, rétropédalage complet, Lucie n'est pas prête, ce n'était pas l'intention, etc. Donc, à l'heure où DeepSeek tient la dragée haute à ChatGPT, l'Europe est toujours dans le bac à sable des IA. Et attention, dans le sable, on risque de s'enliser. Enfin, heureusement, on voit poindre des initiatives comme celle de Mistral. On voit des pépites comme Lexi, heureusement. Donc, voilà, tout n'est pas perdu, mais c'est vrai qu'entre les deux géants, il commence à y avoir de moins en moins de place pour se faire une petite place au soleil. Alors, je passe à la saga Stargate. Évidemment, saga Stargate. Donc, on en avait parlé avec Anne-Lyne, on avait lancé une boutade de dire, tiens, voilà, la saga OpenAI, ça devient la saga Stargate. Mais en fait, on le fait vraiment. Et donc, qu'est-ce qui se passe pour Stargate? On sait qu'il y a du rififi déjà dans les IA américaines, puisqu'on sait que Stargate, ça implique notamment Sam Altman. Et puis, on a Elon Musk, qui est le conseiller suprême des IA de Elon Musk, mais qui n'est pas du tout copain avec Sam Altman. Et donc, Elon Musk, il vient dire, ouais, mais attendez, les 500 milliards, vous ne les avez même pas. Et c'est vrai qu'en fait, j'entendais Donald Trump qui disait « Ouais, on a déjà sécurisé 1 à 2 millions de dollars et d'ici la fin de la semaine, on arrivera à 7-8 millions de dollars. » Alors, je voudrais juste rappeler une règle de 3 à Donald, c'est qu'à ce rythme, il faudra quand même environ 1200 années pour trouver les 500 milliards. Donc, c'est assez facile d'annoncer que les autres vont investir 500 milliards. La prochaine fois, Donald pense un peu avant de parler, mais enfin, ça, c'est un peu wishful thinking. Bon, il me reste un seul sujet. Philippe, tu es toujours là? Si tu dois partir, je sais que tu as des rendez-vous, donc si tu vas partir… Toujours là, comme tu veux, tu peux me garder ou pas. Ok, ça va. Non, alors, juste une petite chose. Des réactions par rapport à Stargate? De mon côté, non. Oui. Non, voilà. Donc, voilà. Non, alors, mais un sujet que je trouve passionnant, c'est de se rendre compte qu'il y a un combat au niveau des LLM, mais qu'en Europe, c'est vrai qu'on est un peu à la traîne à ce niveau-là. Mais un slide, ce que Xavier, notre CEO, présente souvent, c'est que le marché des LLM est tout petit par rapport à la couche applicative qui va pouvoir venir se greffer là-dessus. Et je pense que c'est là où nous, on a un coup à jouer. C'est l'un des exemples avec Lexi, évidemment. Mais il y a un marché qui est sans doute 10 à 50 fois plus grand que le LLM, qui est tous ces nouveaux SaaS, tous ces agents IA qui vont venir consommer des LLM et produire de la valeur. Et au-dessus de ça, toutes les boîtes de services, et ça, c'est un marché encore plus grand. Donc, ça, je ne suis pas inquiet personnellement. Ouais, et c'est clair que quand on voit un DeepSeek, il est beaucoup moins cher quand on parle d'API, de requête API. Il est des dizaines de fois moins cher qu'OpenAI. Donc, ça commence à poser question. Bon, dernier sujet du jour, c'est la météo. Et la météo, le chiffre du jour, c'est 1. 1 quoi? Eh bien, on revient à DeepSeek. DeepSeek, c'est la place de DeepSeek, l'application, dans le top des téléchargements sur iPhone. Oui, on est de nouveau en Chine. Et la Chine qui s'invite vraiment avec fracas, on en va parler partout. Elle s'invite avec fracas dans la cour des grands. Vous vous souvenez, il y a à peine un an, les IA chinoises ne faisaient pas figure à côté des ChatGPT et consorts. Et bien, même sans les cartes NVIDIA les plus performantes, donc maintenant avec des cartes H800, les Chinois ont rattrapé leur retard et même proposent des alternatives hyper intéressantes. Enfin, vous allez dire que c'était
On a parlé beaucoup de la Chine, mais c'est vrai qu'il s'y passe des choses, mais qui vont faire bouger le monde des IA en 2025, ça c'est clair. Bon, eh bien Philippe, il me reste à te remercier pour cette démo, pour être venu nous rejoindre dans Je peux pas GIA ce jeudi. Il me reste à souhaiter aussi un bon appétit à nos éditeurs qui vont manger des pâtes chinoises, et bon appétit aux autres aussi. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine, jeudi prochain à midi pile, pour... Je peux pas GIA. Exactement. Voilà. Merci à tous. Je peux pas, j'ai IA, you.